riche de sens et c'est bien sûr, enfin, Kafka a fait des études de droit, comme un peu la majorité des intellectuels européens de l'époque, mais études philosophiques, on ne sait pas sûr, mais il a l'air de connaître quand même la philosophie de droit de Kant. En étant un bon germaniste, il devrait y avoir une connaissance de l'éthique kantienne, parce que chez Kant aussi, la loi a un statut un peu comme chez Kafka. On ne connaît pas la loi. La loi, notion de loi, ne tombe pas sur l'entendement. Voilà, notre cours s'enchaînait sur ce terme-là, avec la distinction de l'entendement et de la raison chez Kant. Donc, en entendant, en connaissant les choses par l'entendement, par la faculté de l'entendement, qui n'est qu'une partie de l'âme. Si on dit avec les termes d'Aristote. Alors, avec cette petite partie, tout le monde de phénomènes, tout le monde d'empiricité et du connaissable nous a ouvertes. Mais, il faut souligner, avec une petite portion de notre âme, nous avons la connaissance. Mais il y a des autres parties de l'âme qui continuent à fonctionner, mais sans obtenir une connaissance de l'ordre empirique. Donc, notre rapport à la loi peut passer par tous les compartiments de notre âme, ou de la raison en général. Et, bien sûr, notre première attitude envers la loi, c'est d'avoir formulé une requête dilectiasement. Demander quelque chose, présenter une situation, décrire une situation, décrire ce qui s'est passé exactement. Et pour ça, la loi nous répond, parce que le système est donc système juridique actuel, l'ancien, qui a une histoire qu'on montre un peu, et travaille un peu comme notre partie, comme nos parties de l'âme. Donc on formule de manière discursive, ou bien on montre des indices et des preuves pour formuler une requête. Et ça devrait être tout ça connaissable, présentable, communicable et de l'autre d'entendu. Donc, raisonner, au sens fort du terme philosophique, n'a rien à voir dans ce stade-là, dans la formulation de la loi, encore quelque chose d'abstrait pour les citoyens. Enfin, d'une part, on dit que tout citoyen doit connaître la loi. Mais, moi, y compris moi, personne ne connaît exactement. Il y a toujours des médiateurs avec la loi. Les avocats, les juges, etc. Il y a toujours des représentants de loi, une chaîne de représentants et des interprètes, ce qu'il faut appeler toutes ces entités comme les interprètes. Même le juge, il interprète la loi, il ne juge pas de par soi. On dit, je vous juge, ou je formule et je prononce mon dernier jugement concernant l'affaire, au nom du peuple. C'est le peuple, enfin, dans un système politique et juridique, politico-juridique, par exemple, système américain, se formule comme ça, en fait. Il prononce, chaque fois, dans le jugement, qu'il souligne qu'il prend ce pouvoir de juger du peuple. Et qu'est-ce que c'est le peuple? Qui est le peuple? Il y avait un livre qui s'appelait, un livre anthropologique, je crois, de Marc Auger, qui s'appelait, en turc, c'était
traduit d'une manière très intelligente. Kamuoyu kimin oyu? C'était super comme titre du livre. Qui est-ce? Opinion publique. Mais quel public? Quelle opinion? Qui a dit ça? Opinion publique. En ottoman, keyfi umumi. Umumun keyfi. Keyfiyeti. Aujourd'hui, keyfane, en ottoman, on utilise un peu d'une manière péjorative, mais keyf, opinion. Tout à l'heure, j'ai dit keyfiyet. Alors, substantif du mot keyf, keyfiyet. Je veux comme ça. Mon opinion est ainsi. Voilà. Donc, l'entité peuple à laquelle la loi qui n'existe pas fait une référence et le représentant de loi qui représente la loi qui n'existe pas, sauf le texte juridique. Mais le texte juridique à la lettre n'est pas la loi. Ça vale la loi. Valoir la loi, c'est autre chose. Être la loi, c'est autre chose. Voilà le cœur du sujet. Donc, Kant n'est pas un juriste. Après, en fait, dans le même livre de fondation de métaphysique de mœurs, et puis l'introduction, il y a un deuxième volume qui s'appelle Doctrine du droit, et il y a un autre chapitre, Doctrine du vertu. Donc, il reconsidère la loi ou le droit d'une manière philosophique, etc. Et il faut citer aussi Montesquieu, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle L'esprit des lois. Donc, même s'il y a des lois écrites, promulguées, étudiées, appris, enseignées dans les facultés de droit, il y a un esprit des lois qu'on ne peut pas montrer. Où est l'esprit? Ey espri geldinse masaya tıkla. Kanunların ruhu eseri. Donc, j'espère que les juristes connaissent les esprits, les spectres. D'où viennent ces esprits? Voilà, la difficulté méthodologique commence comme ça. Enfin, d'où viennent? Quelle est l'origine de cet esprit? Voilà, Rousseau a une réponse, c'est un autre sentiment de pitié. Très, très archaïque, très naturel, nous partageons avec tout le vivant, avec les animaux, même dans le monde des animaux, c'est valable. Le sentiment de pitié doit être derrière et au fond de toutes nos attitudes éthiques, etc. Bon, c'est une réponse intelligente, ce n'est pas une réponse, c'est une argumentation, une fondation concernant les origines de l'état civilisé, de l'humanité, passage à l'état humain, tout simplement, qui est difficile à expliquer parce qu'on suppose qu'il y a un état naturel. Dans cet état naturel, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas d'institution juridique, il n'y avait pas de gardien de loi, il n'y avait pas de châtiment, il n'y avait pas d'enfermement, il n'y avait pas de prison. Et il n'y avait pas également, toutes ces choses-là négatives, il n'y avait pas de choses positives, c'est-à-dire les récompenses, les mérites, les auréoles, soit takdir, etc. Tout se passait naturellement, sans un échelon de valeurs, sans jugement, sans châtiment. Crime et châtiment. Voilà les esprits. Effectivement, c'est un sujet difficile, mais moi,
actuellement, comme toujours, je suis administrateur aussi, je ne suis pas seulement enseignant de philosophie, j'ai des tâches administratives, je suis chef de département de philosophie et je dois interpréter les règlements et écrire parfois des nouvelles protocoles. Bon, c'est notre grand sujet douloureux, saignant. Bon, je n'entrerai pas, mais j'ai expérimenté cette difficulté d'interpréter la loi en lisant le texte. Le texte. Moi, quand je lis le texte, enfin, je comprends très difficilement le langage juridique, parce que c'est un langage hermétique, c'est eux qui comprennent seulement. Parce qu'il y a des modes, des chablons un peu déterminés. Donc, eux, comme ils parlent une langage chiffrée, ils se comprennent. Et nous lisons, nous avons le sentiment de comprendre. Et nous pouvons songer le sens et l'esprit des lois, mais eux, ils ne voient qu'une pratique. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Bon, on s'entend à peu près, mais les règlements et les lois changent tout le temps. Alors pourquoi changent? Pourquoi on n'a pas trouvé une écriture de loi qui sera adéquate à l'esprit? Parce que l'esprit n'est pas connaissable. Si on connaissait d'abord l'esprit, on pourrait traduire dans une langue précise, par exemple dans le langage juridique. Et chaque école, chaque doctrine juridique américaine, doctrine juridique anglais, français, européen, turc, iranien, interprète autrement, et l'esprit, c'est une référence ultime qui n'existe pas, qu'on ne peut pas montrer, ce n'est pas de l'ordre des états existants, soit le Dieu, soit le peuple, la référence ultime des lois, soit le peuple, qui est pour moi encore une notion abstraite, le Dieu, c'est encore une notion abstraite, Dieu ne parle pas, le peuple non plus. Comme opinion publique, si opinion publique veut, nous force, nous pourrons rétablir la peine capitale, c'est-à-dire l'exécution humaine, enfin, châtiment de mort. Voilà ce qu'on est en train de discuter en Turquie, n'est-ce pas? Alors, si l'opinion publique dit oui, moi, comme représentant de loi et du peuple, je ne peux pas dire non. Alors, le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je n'entends rien. Il y a des bruits dans le café et tout. C'est tout. Donc, c'est un bruit. Il s'agit d'un bruit. Opinion publique. Oui, il faut interpréter comme ça, mais on peut interpréter autrement aussi en disant que, oui, quand même, nous vivons dans le XXIe siècle, notre peuple est assez éduqué, et il trouve que dans le passé, dans les applications des lois, il y a eu quand même des fautes. Et enfin, soyons sérieux, réalistes. Et finalement, c'est nous qui écrivons des lois, et c'est nous qui appliquons, et c'est nous qui interprétons. Et il y a différence de doctrines. Et donc, il y a une possibilité de faire des erreurs dans le jugement. Et il y a des cas comme ça. Mais avec la peine capitale, on ne peut pas rembourser la dette, on ne peut pas réparer la loi. Avec les autres pratiques d'enfermement, avec la prison de 30 ans, si inculpé, il est vivant, après 35 ans, on peut dire que, excusez-nous, c'était une erreur. Bon. Mais avec la peine capitale, il n'y a pas cette possibilité. Et l'opinion publique a accepté cette idée, donc il est
donné son avis pour l'abolition de la peine capitale, et c'est d'abord dans un pays précis, en France, avec un juriste qui est vivant, qui est venu à l'université de Galatasaray il y a 5, 6 ou bien 7 ans, qui s'appelle Badinter, et qui a, ce juriste tout seul a fait un travail, et il a convaincu le président de la République de la France, qui était François Mitterrand à l'époque. Et il a eu, ce monsieur a le courage de changer cette loi, et ils ont aboli la peine capitale, et Badinter a fait dans plusieurs pays des conférences pour l'abolition de la peine capitale, et pour un argument, à partir d'un argument quand même assez fort, il n'y a pas réparation. Et nous sommes dans un plan humain, et donc un homme ne peut pas châtier autrui avec la peine capitale. On ne peut pas tuer, on peut juger, mais on ne peut pas tuer. Il y a eu des assassins, il y a eu des crimes, il y a des gens qui tuent, s'entretuent, mais nous, les bien-pensants, les juges, nous ne sommes pas des, comment ça s'appelle, Jellat. Voilà, on argumente ainsi. Ce sont des symptômes pour comprendre l'esprit de loi qui dictait de la loi, ce que c'est la loi. Donc, dans mon discours, la loi est une entité, même les Français ne comprennent pas ce mot, c'est un terme philosophique. Entité, ça vient de ens latin. Ens veut dire étant. Entité, c'est quelque chose qu'on suppose qu'il existe, une sorte d'être, une entité abstraite. On ne peut pas montrer une entité, c'est comme notion. Et la loi est une entité qu'on interprète tout le temps, mais on ne jamais pénétré à l'intérieur de la loi. Il y a eu plein de lois, plein de doctrines juridiques, de textes qu'on change tout le temps, et parfois du fond en comble, en faisant une révolution par exemple, en changeant de doctrine. Avec l'époque, il y a des fondamentales transformations. Parfois, il y a plein de petites transformations qui régularisent la vie quotidienne, nos rapports interhumains dans le commerce, surtout dans le commerce, et dans les actes civiques. Alors, on parle maintenant de mariage entre les gens du même sexe, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle contrat d'union civile. On abolit le mot mariage, qui renvoie à une pratique très précise, qui exclut, n'est-ce pas, tout mariage homosexuel, etc. Et quand on parle juridiquement, ce que ce mariage comme institution abstraite, qui renvoie à une pratique, mais en tant qu'une liaison, c'est un contrat juridique. Donc c'est quelque chose d'abstrait. Et on fait 1000 choses, 1000 rites, 1000 spectacles, les bagues, les rituels, les petites cérémonies, pour rendre visible cette chose qui est invisible. C'est une signature, c'est une contraction juridique, etc. Donc, le nom correct pour dire ce phénomène, c'est un contrat d'union civile. Civile, il faut souligner, parce que si ce n'est pas civil, ça devrait être divin, de l'ordre destinal, destin. C'est destin qui nous a réunis, ma chérie. On peut parler comme ça, c'est très sympathique. C'est un autre destin, tu es mon. Sen benim kaderimsin.
minibüs arkası yazıları gibi. Bunlar söylenebilir, çok romantik. Bon. Mais il s'agit d'un acte juridique qu'il faut étudier et faire sa généalogie. Donc, il y a une évolution de cet acte dans certains pays, etc. Donc, l'une, abolition, l'autre, institution, rétablissement du mariage homosexuel, etc. Ce sont des choses, exemples extrêmes qui nous fait penser encore comment les mœurs sont réglées. Oui, châtiment capital, peine capitale concerne le droit pénal, ceza yasası alanı, domaine de pénal, droit pénal. Le nom correct, ceza hukuku, droit pénal. L'autre, mariage, etc., qui régularise les mœurs, les pratiques humaines, sans matériel, c'est pas le droit du commerce, ticaret hukuku değil. Donc, il s'agit de droit civil, du droit civil, medeni hukuk, ceza hukuk, medeni hukuk, ticaret hukuku, vesaire. Bon, trois choses, trois domaines séparés fondamentaux. Donc, il ne s'agit pas d'un intérêt, une marchandise, c'est pas on ne vante pas les filles, n'est-ce pas? Mariage, c'est pas vendre quelqu'un, kocaya var, kocaya vesaire. Mais quand on fait une généalogie, on trouve toutes ces pratiques bizarres qu'on appelle kız alıp vermek mesela. Comme une marchandise, comme un bien matériel, comme n'importe quel bien matériel. Donc, dans l'origine, dans la généalogie des actes de mœurs, ce qu'on appelle örf, adet, gelenek, uygulama, pratique, c'est civique. Les actes civiques, c'était pas toujours de ce nom. On ne les appelle pas des actes civiques. Civique veut dire civitas. Ça concerne civitas en latin, civitas, et ça concerne une certaine où vivre ensemble dans une ville, dans une société, civitas. Et c'est pas de l'ordre transcendantal, c'est pas de l'ordre divin, etc. Donc séculaire, c'est un domaine séculaire. Quand on dit droit civique, medeni hukuk aussi, c'est une traduction de ça. Cela, c'est pas véritablement, ça n'a pas peut-être le même sens, mais c'est bien. Parce qu'en arabe, je crois, medeni, ça vient de urban, le mot medina, medeniyet, le racine arabe veut dire ville. Donc Médine s'appelle la ville, comme Johannesburg, etc. Enfin, ville. Bon. Petrograd, Stalingrad, grad aussi veut dire ville. Şehri Istanbul, etc. Bon, donc c'est ça quelque chose à voir avec urbanisation, civilisation a quelque chose à voir avec l'urbanisation et une certaine référence juridique qui est devenue séculaire, c'est-à-dire sans référence à la transcendance et au jugement de Dieu, sans se référer au jugement divin. Donc, c'est un domaine qu'on peut réguler, remodeler, selon les pratiques du public, je dirais opinion publique, finalement. Il y a quand même, il faut prendre sérieux aussi cette opinion publique. On utilise comme un ventriloque, on abuse de l'opinion publique, parce qu'il n'est pas capable de parler, parce que tu le fais taire, parce que tu as
abolit les journaux, tout enfermer les journalistes, et le peuple ne peut pas parler parce qu'il ne peut pas s'entendre, il n'y a pas de médiation entre le peuple et l'écriture, médias, etc. Bon, donc on peut faire parler abusivement l'opinion publique, mais il y a quand même un problème dans l'opinion publique. Il y a une entité qui s'appelle opinion publique qu'il faut donner l'oreille, il faut écouter, donc, avec le journalisme dans la société civile, ça se fait avec les médias social médias, c'est-à-dire Internet, etc. Il faut à peu près trouver et rattraper Zeitgeist, l'esprit du temps. En allemand, dans toutes les langues civilisées, on dit ça en allemand, Zeitgeist, l'esprit du temps. On peut dire aussi en français, pourquoi pas. Donc, opinion publique, soit Zeitgeist qui est quand même, c'est quelque chose qui dépasse le domaine public pour devenir épocal. Dans l'expression Zeitgeist, l'esprit du temps, c'est plutôt la temporalité, l'épocalité qui est plus importante qu'une publicum. Bon, de res république veut dire res publicum, n'est-ce pas? Res veut dire encore comme entité. Res en latin veut dire la chose. Res extensia chez Descartes, res cogitans, la chose pensante, et la chose simplement existante. Donc, res public, la chose publique, c'est connu depuis longtemps, la République des Romains. C'est avec vous, peut-être que je disais que à Rome, il y avait alternance soit de république, soit de tyran devenu roi, Dieu, le roi. C'était avec vous ce cours. Donc c'était un très bon exemple. C'était une notion de république. Donc faisait des allers-retours. L'assemblée était fermée, tyran était venu, et puis partisans de république encore voulaient république. Donc c'était douloureux, un processus douloureux, passage à la république, et d'accepter civitas, sans faire d'un dirigeant un dieu ou une entité qui ayant des propriétés et des qualités et des attributs divins. Donc avec la Révolution française aussi, et après plusieurs périodes très très douloureuses, l'une de ces périodes s'appelle terreur. Donc le mot terroriste, etc., a une précédente terreur dans laquelle tout acteur politique est terroriste. C'est une époque courte, mais donc tout le monde avait choisi les armes, là où la parole était finie. Donc, dans la Révolution française, qui est également, l'idée de république était très fragile, civitas était très fragile, donc il y avait des allers-retours entre l'Empire et la République. Premier Empire, Deuxième Empire, etc. Et Napoléon était devenu empereur. Donc, c'était une sorte de presque roi, mais sans avoir des attributs du roi, c'est-à-dire sans avoir un fondement divin. Chaque généalogie royale doit avoir un attribut, bien sûr, fantaisiste,
qui viendrait soit de Jérusalem, qui viendrait soit de Dardanelles, Troie. C'est une référence très mystérieuse. Même Mehmet II conquérant, le conquérant, Fatih Sultan Mehmet, soi-disant, se référait à Troie, pour le fondement de sa régence. C'est quelque chose encore beaucoup. Peut-être, c'est pas vrai, probablement, mais ce qui est vrai, quand il a conquéri Istanbul, il a imprimé des médaillons en latin en disant que je suis empereur romain. Donc c'est pour imprimer quelque chose comme ça, c'est-à-dire je suis aussi, non pas seulement des musulmans, mais je suis aussi je suis dirigeant de tout l'Empire romain, et je n'abolis pas l'Empire romain, ce qui veut dire je n'abolis pas, je remplace. Voilà, fondement mystique d'autorité. Cette expression appartient à Montaigne, l'autre géant, à la fois de la philosophie, à la fois du droit et du politique. Donc Montesquieu, l'esprit de loi, et Montaigne, j'espère que je ne me trompe pas, parce que je ne parle pas d'un titre de livre, mais une phrase, une sorte d'aphorisme qui est aussi qu'on trouve aussi chez Pascal et Montaigne. Il a un très bel livre, très beau livre, de Jacques Derrida, je crois qu'il s'appelle Aporie. Aporie çıkmaz demek. En logique, aporia, ça vient de grec, impasse. Une sorte d'impasse logique. Donc, le sous-titre de ce livre qui s'appelle Aporie est, je crois, fondement mystique de l'autorité. Donc, c'est à la fois Pascal, à la fois Montaigne, réfléchissait l'essence du pouvoir, l'esprit de loi, d'où vient ce système légal, l'égalité, régime de l'égalité, donc régime de souveraineté, tout va ensemble, l'égalité et souveraineté, parce que souverain fait des lois. Sa parole valait comme loi, et puis avant que les lois soient écrites. Donc, passage de royauté à la monarchie constitutionnelle, n'est-ce pas? Meşruiyet, padişahlıktan meşruiyete geçiş. Donc, 1908, révolution de 1908 à Istanbul est très importante. Ça, il y a des allers-retours, n'est-ce pas? Tanzimat fermanı, meşruiyet ilanı, geri çekilmesi, Jön Türklerin tekrardan meşruiyeti, monarşi konstitüsyonunu getirmek için mücadele etmesi, Paris'e gitmeleri, ondan sonra très douloureux et long processus qui n'a pas fondé d'une nuit, d'un soir. Et on ne peut pas abolir d'une seule nuit non plus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Fondement mystique de l'autorité. Soit souverain ou bien représentant de loi s'exprime ainsi en se référant au peuple, entre guillemets, à une entité qui s'appelle peuple. Il y a plein de livres, mais il y a un livre récent qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un peuple ?» Voilà, c'est la même chose. Quelle est cette opinion publique? Notre livre, Marc Auger, vous notez. Et il y a une autre, il y a plusieurs auteurs qui ont collaboré, je crois.
vous pouvez trouver dans l'Internet. Il devrait y avoir Jacques Rancière, Alain Badiou, peut-être Étienne Balibar. Il y a des grands noms vivants de la philosophie actuellement en France. Fondement mystique. Qu'est-ce qu'un peuple? Voilà. Fondement mystique de l'autorité. Fondement, c'est la fondation, l'essence, l'origine, le référent ultime, la référence ultime par rapport à laquelle toute puissance, toute souveraineté, tout le système de l'égalité s'institue. Qu'est-ce qui, simplement, la réponse à la question, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? D'où vient ce droit? À cette question, c'est une sorte de réponse. Je ne sais pas. Et il y a un truc bizarre de l'autre mystique. Alors, fondament mystique, c'est une réponse. C'est mystique. Pas mystique. Oui, c'était une époque, c'était mystique. Et là, il y avait des rois. Comme Fatih Sultan Mehmed, qui se référait parfois au Coran, dans l'histoire, je vois. S'il y a une référence à Sharia, oui, c'est obligatoire. Coran, ça veut dire le droit civil, une partie de Coran, medeni, hukuku düzenler adına da şeriat denir. Şeriat, Kur'an'ın tamamı değildir. Yani bu ben uzman olduğum için. Donc, bien sûr qu'une souveraineté ou système de l'égalité dans une société musulmane devrait se référer au texte coranique. Oui, c'est encore un problème de herméneutique, interprétation du texte, et pas seulement un rapport face à face libre, lecture, mais il y a des pratiques et interprétations, c'est-à-dire des jurisprudences, içtihat örnekleri, les exemples de pratique, les exemples d'application. Anlatabiliyor muyum? Il y a de médiation, et si tu te réfères à une autre interprétation, l'application se change. Si tu te réfères à une autre sherh, tefsir, l'application se différait. On se référait toujours au même livre. Par exemple, Coran. Dans une autre société, Torah, Tevrat. Ça, c'était une occupation, oui, mystique, mais c'est pas trop mystique quand même. Il y a un mysticisme véritable peut-être, que c'est pas une interprétation juridique. Mysticisme, c'est pas une interprétation juridique. Mysticisme est quelque chose de vaste. Mais dans cet esprit de mysticisme, on peut y avoir une discipline d'interprétation, c'est-à-dire şerh, tefsir, etc. Mais tefsirciler, kelamcılar, mistik olacak diye bir şey yok. Mistik, Türkçe bir kelime değil mesela. Mistik, sufi denir mesela. Chaque soufi n'est pas du tout un kelamcı, ni pas du tout un tefsirci, etc. C'est assez compliqué, donc, séparation de pouvoir et de régence, mais on peut appeler, en gros, on interprète toujours Pascal et Montaigne, cette expression fondement mystique de l'autorité, la signification de cette expression ou adjectif mystique. Donc, oui, il y a une époque, c'était en gros une occupation mystique, le droit et la souveraineté, fondement de souveraineté et de l'égalité ou de l'autorité. À la réponse simple, d'où vient ton droit de me dire, de faire ceci
ou ne fais pas ça, la réponse c'est quoi? Je ne peux pas répondre. Bah, c'est mystique. Bah, je suis plus mystique que toi, alors je peux rétorquer. Donc, c'est un philosophe qui interprète comme mystique. Eux, quand s'ils racontent, ils vont dire que bah, c'est depuis l'origine du monde, c'était ça, ou bien c'est Dieu qui veut ainsi, ou bien c'est pendant que notre prophète Mohammed était vivant, l'application était ainsi, donc ça devient un canon, etc. Donc, ce genre de référentialité, ce genre de processus de fondation, on peut les appeler mystiques ou mystifiants, voilà. Mais, quand il s'agit de la République, une pratique de civitas, contrat, le système de contrat, alors, est-ce qu'on peut dire ça mystique? Tout d'abord, non. Parce qu'il y a une référence au peuple, il y a une référence à opinion publique, ou bien il y a une référence à quoi? Bah, excusez-moi, mais c'était à l'époque napoléonienne, à l'époque Bonaparte, que c'était institué ainsi. Ah bon? La réponse, ou bien la réaction, ça peut être ah oui, si c'est Napoléon, alors on ne peut pas changer. Si c'est Bonaparte, bon, c'est le fondement de la République. Qui est Bonaparte? Un tyran, etc. Donc, ça aussi, c'est aussi, non pas comme l'ancien mystique, mais mystifiant aussi. Parce qu'on se réfère à Kemal Atatürk. C'était une ennemi. Ah, alors, dans ce cas-là, on ne peut pas changer, etc. N'est-ce pas? Il y a une référence ultime, à partir de laquelle il n'y a rien. Et donc, si on s'arrête là dans les références, dans notre processus de fondation, autorisation, n'est-ce pas? Comment, ben kendimi nasıl yetkilendiriyorum? Yetkim nereden geliyor? Amirim söyledi. Amirine kim söyledi? İşte büyük Donc, c'est une histoire bizarre, système de référence qui va à rien et qui s'arrête à une entité, encore quelque chose. On peut appeler ça entre nous, on appelons ça mur blanc. Gidiyorsun beyaz bir tahtaya çarpıyorsun, duruyorsun. Mistik bu diyelim. Mur blanc est le trou noir de notions bizarres de Gilles Deleuze et Félix Guattari, qu'ils utilisent abondamment dans leur livre Capitalisme et schizophrénie, deuxième volume, 1000 Platon. C'est difficile de faire ça. On n'a pas l'habitude en philosophie, dans notre tradition philosophique, des notions, des concepts comme ça. Est-ce qu'ils sont concepts ou non, c'est autre chose. Moi, j'interprète comme ça. Mur blanc, mur blanc, mur blanc. Comme l'université de Galatasaray, là, il est partout. On fabrique des portes dans le corridor, dans notre bâtiment, en verre. Si vous êtes comme ça avec moi, avec les lunettes, alors vous entrez dans le mur blanc. Il y a partout des verres, les portes sont verres, bon. Mur blanc, c'est ça. Là, on s'arrête parce qu'on ne voit pas. On a l'impression de voir, parce que c'est pas noir, c'est blanc, mais on s'aveugle, on est aveuglé, et devant lequel on ne voit plus rien, parce que tout est clair. Bon, c'est une illumination mystique. Tout est blanc, comme dans les films, n'est-ce pas? Et j'ai vu Dieu, tout était blanc, c'était nurlar içinde. Ok. L'autre concept, c'est trou noir. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça vient de l'astrophysique contemporaine, je crois.
mais de quelle théorie astrophysique? C'est Kara-Delik. Kara-Delik théoricien. Est-ce qu'il y a dans l'espace? Est-ce que l'espace est homogène? Et quel est l'espace? Est-ce qu'il y a des intensités différentes dans l'espace? Est-ce qu'on move dans l'espace? Est-ce que le mouvement est réel? Qu'est-ce qu'un mouvement idéal? Bon, très, très riche à discuter. Normalement, rien à voir avec l'éthique, mais tout, si je veux, si vous voulez, tout peut être entrer dans la discussion éthique, droit, politique, n'importe quoi. C'est comme faire une peinture avec le pinceau ou avec une spatule. Ce sont des boîtes d'outils. Nos concepts sont des boîtes d'outils pour faire autre chose, quelque chose autre. S'il y avait un juriste là, c'est toi qui as? C'est toi? Il a une licence juridique. Allez, tu as oublié tout maintenant, n'est-ce pas? Concernant le droit. Ce que tu as oublié maintenant, tout ce que tu as appris. Tu ne sais plus ce que c'est le droit, ce que c'est la loi, ce que c'est un juge. Voilà. Si j'ai réussi ça, alors le cours est réussi. Bon, il ne faut pas oublier, bon, je suis très enclin à faire des anecdotes comme ça. Bon, c'est pour ça que je parle français pour être sérieux, pour avoir l'air sérieux. Fondement mystique de l'autorité, c'est-à-dire il n'y a pas de fondement, mais il n'y a que c'est quelque chose de l'ordre superstition, battle energy. C'est l'ordre de illusion optique, mur blanc, vraiment une illusion optique. Et Türkçe en güzel deyim, göz bağcılığı. Je connais pas français. En français, göz bağcılığı, comment un choc d'illusion. Donc, ça c'est une interprétation. C'est une critique des discours établis. Moi, je ne dis pas dernier mot. Je ne dis pas que tout droit est une illusion, tout le représentant de loi est un mensonge. Je ne dis pas ça. Mais s'il dit que mon pouvoir vient du peuple, etc., on peut critiquer. Parce que l'autre dit que mon pouvoir vient directement de Dieu. Et l'autre dit que moi, hier soir, j'ai vu Dieu dans mon songe. Ah, tu as raison. Alors, le plus juste, etc. On ne peut pas résoudre le problème. Il faut faire une crise d'abord dans le domaine philosophique, non pas dans la philosophie de droit, dans une région spécifique, on peut faire du kriz çıkartabiliriz. Ortalığı karıştırabiliriz, düşünmeye sevk edebiliriz, opinion publique düşünmeye sevk edebiliriz, etc. Donc, fondament mystique de l'autorité, c'est un argument, sans un argument, mais une critique très élégante concernant nos pratiques, etc. Mais il ne faut pas s'arrêter là et avoir un jugement définitif en disant que c'est un domaine de mysticisation. Bon, les hommes doivent être libres, il faut laisser toutes ces mœurs anciennes, toutes ces pratiques, c'est dépasser tout ça, le Coran, Torah, enfin les États-Unis, déclaration d'indépendance, droit de l'homme, bon,
c'est suffisant, c'est assez, on peut. Enfin, il y a des gens qui parlent comme ça aussi, n'est-ce pas? On les appelle nihilistes. Les anarchistes, libertins, pourquoi pas? Voilà. Il y a dans chaque époque des partisans de ceci et partisans de cela, mais on ne résout pas le problème. C'est vrai qu'il y a des différences entre les opinions, des différents publics, pourquoi pas entre différentes classes, mais on ne résout pas le problème. On interprète différemment, c'est tout. Mais il faut demander et redemander quelle est l'origine des mœurs, comment les lois se sont instituées. C'est pour ça que dans les cours précédents, que je ne me rappelle plus, on a parlé vaguement de la géographie, climat, Ibn Khaldun, n'est-ce pas, peut-être Gilles Deleuze, je ne me souviens pas. Moi, comme je raconte partout des choses pareilles, je ne suis pas sûr que je vous ai fait le même cours avec vous. Donc, on essaie de faire une sorte de généalogie, trouver une méthodologie pour pouvoir expliquer les mœurs, et on même critiqué Kant en disant que, oui, Kant a voulu faire une métaphysique des mœurs, mais avant de faire une métaphysique des mœurs, il fallait voir vraiment constitution des mœurs dans toute leur diversité. Il faut prendre sérieux. Et je disais peut-être qu'il y a eu une philosophie de l'histoire qui s'appelait Giambattista Vico, qui a pris très sérieux ce domaine. Institution de langage aussi, c'est du domaine de mœurs, donc domaine juridique, des mœurs, des pratiques sociales, et même un système économique, un système monétaire. Ici, on a parlé de l'or des Incas. Après, on a parlé d'Isabelle, non. Après la découverte des Amériques. L'homme blanc a ramassé toute l'or de Aztèques, Maya pour amener en Europe. Donc ça changeait beaucoup. Du fond, dans le système monétaire, il y a eu deux écoles. Donc, même système monétaire a expliqué avec les mœurs, avec les pratiques sociales, donc domaine de commerce aussi très sérieux, économique, politique. Donc l'or, l'entité de l'or dans ce cas-là, référence ultime selon une doctrine économique, référence ultime, non pas Dieu, non pas peuple, non pas opinion publique, mais l'or. Référence ultime de tout système de valeurs dans le domaine économique. Kız alıp vermeden bahsederken nereye geldi? Voilà. Vous voyez, ça, tout est lié. Tout est lié. Yani Mastomen ve Komers dedi değil mi? Evet. Mastomen. Yani bu birkaç ders önce yaptığımız Hatırlamadığım için anlat. hani demin bahsettik işte Amerika'ya gidiyorlar, yerli halkın. Yaptık İncil mı? veriyorlar. Yaptık mı? İşte, Altına alıyorlar. evet. Sen çok barışçı sen barışçıları görmüşsün. Boncuk veriyorsun ve altın alıyorsun. Niye boğazını kesmiyorsun? Evet. Yani bu konuya nereden geldik? Yani biraz geç geldik dersin. Bugün mü nasıl geldi? Hatırlamıyorum. Ne diyeyim?
Sen hangi anketini söyle, ben bulurum diyeyim. Kaydı forward, revert mi? Review yapalım. Kafka'dan başladık. O isyan çıktı ya. Bir şey dedin, isyan çıktı. Kafka diyorum ne? Başka diyor. Ben başka sınıfta mıyım? Haklı bir soru soruyorsun muhtemelen, değil mi? Mörsleri tartışıyorduk. Hocam hukuku tartışıyorduk. Ticarete nereden girdin dedin. Orijin arıyoruz bir anda. Evet. Nereden yani? Ben genel konuşuyorum. Pratik sosyal diyorum. Commerce aussi c'est une pratique. Et ça, histoire, c'est pas toujours comme ça. Système monétaire, avec S en pluriel. Régional, comme les mœurs en pluriel. Pourquoi il y en a plusieurs? Et diachroniquement, historiquement, pourquoi il y a eu plusieurs systèmes juridiques, plusieurs interprétations de loi, et pourquoi synchroniquement, c'est-à-dire dans une autre région du monde, il y a un autre système, il y a eu des autres systèmes, par exemple, Aztèques, Inca, leur rapport avec l'or, c'était pas un rapport économique, mais religieux. Par exemple, il n'a jamais imaginé un instant faire des échanges et de commerce avec l'or. Enfin, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais si on entre un peu dans leur mythologie, je suppose qu'on peut trouver des arguments assez forts en disant que l'or, c'est l'âme de Dieu, de l'autre. Je ne peux pas prononcer le nom exact de leur Dieu, c'est extraordinairement long. Je crois que c'est un lézard, en fait, c'est un nom de lézard. C'est un lézard, leur Dieu. Bir kertenkele adı. Kaokuli. Hein? Vous savez, n'est-ce pas? Oui. Antonin Artaud s'intéressait à cette civilisation comme beaucoup de temps. Beaucoup. Donc, moi, je fantasme, je n'ai pas de document pour l'instant, mais je peux dire que la réponse de Aztèque et Maya pourrait être comme ça, c'est l'âme de notre Dieu. Alors, comment on peut utilisé dans les échanges monétaires? Eh oui. Pourtant, voilà, l'or, ce n'est pas l'âme de Dieu. L'or n'est pas une valeur en soi et pour soi. Un billet bancaire, banconote, para, un billet de banquier n'est pas du tout, pas du tout une valeur en soi, c'est un papier représentant quelque chose autre que lui, comme une représentante de loi. Donc, l'Occident a inventé un jour, c'est pas Occident en fait, parce que dans cette histoire-là, il y a Chine, il y a le Moyen-Orient, il y a pratique commerciale dans l'islam, donc il n'y a pas une seule origine de cette invention, mais l'humanité a inventé un jour une sorte de système représentatif de valeurs, une sorte de symbolique. Je parle de mœurs, n'est-ce pas? Notre cours parle de mœurs. Mœurs, d'où viennent leurs fondements? Ce sont des systèmes de symboles. Mais ce n'est pas des signes seulement. Ça renvoie à des pratiques. N'est-ce pas? Maintenant, tout le monde accepte et affirme que l'économie est quelque chose de très sérieux. Mais pas du tout. Peut-être c'est un jeu, on ne sait pas. À quoi ça sert? Donc, on peut parler beaucoup de choses, système, pour exemplifier système monétaire, système de valeur. Voilà, comme événement, on peut
analyser, étudier l'entrée de l'or d'une autre civilisation dans une civilisation comme déjà mercantile, c'est-à-dire en Europe, ça crée une transformation, une inflation au sens exact du terme. Voilà, peut-être que l'or en Occident, dans le vieux continent, prenait sa valeur fiduciaire, non pas réelle, fiduciaire. Opinion demek, imana, inanca, itibara ait demek. Fide fiilinden, kökünden, Latince fide'den geliyor. Fide iman demek. Dolayısıyla parayla imanın kimde olduğu bilinmez atasözünde olduğu gibi parayla iman arasında çok entim bir relasyon var. Ve yüklü miktarda altının Avrupa'ya girişiyle altının fidusiyer yani itibari sembolik değerinde reel bir enflasyon söz konusu oluyor. O kadar çok altın olunca altının değeri düşüyor. Altın enflasyonu oluyor. Ne kadar çok altınım olsun isteyince altının değeri bitiyor. Il y a des tragédies, je crois, sur ce sujet, mais je n'ai pas d'un exemple précis. Peut-être que vous connaissez. Est-ce qu'il y a une tragédie là où un prince touchait n'importe quoi et cette chose devenait... Midas'ın kulakları. Midas, iyi. Biliyordum, sizi denedim. Midas. Bu evet. Peki kimin? Güngör. Güngör Dilmen. Süper. Midas'ın kulakları. Üçlemeydi. Hı? Üçlemeydi. Diğerleri Mikado'nun çöpleri olabilir mi? Ha doğru. Üçlemenin arkasında. Hı? Üçlemenin ismi mi? Hı? Ben çizgi filmini izlemiştim. O da bir şey. Bu çağda. Çok güzel. Ça aussi, c'est une image très forte. Heureusement qu'on a pensé Midas, parce que Midas renvoie à une époque très archaïque des Grecs, et peut-être il ne faut pas appeler ça grec, Ionia et Mykiane. Mykiane, la civilisation de Mykiane et Ion, qui sont des ancêtres des Grecs, beaucoup avant l'institution d'Athènes. Donc Troie aussi, juste au milieu, et la guerre de Troie aussi est très importante. Une petite ville, pourquoi c'est important? Parce que une sorte d'esprit oriental qui représentait Mykiane, civilisation de Mykiane et de Perse, leurs mœurs, leur commerce et leur conception de souveraineté et la vie civile était complètement différente. Et cette guerre concernait, cette guerre mythique concernait entre deux mondes, comme Amérique et Russie, où Satan, Iran et glorieux l'Occident. C'était quelque chose comme ça, je crois, il me semble. Pourquoi? Sinon, il n'y a pas d'explication pourquoi on se réfère si fort, si mythologiquement et si politiquement aux trois. À trois. Mykiane et l'or, système de l'or, et sacralité de l'or était leur propre. L'or, c'est pas seulement chez les Aztèques et Incas, mais dans l'Orient
archaïque aussi, c'était divin. Et donc fondament. Ve Midas'ın kulakları muhtemelen o yüzden ilginç. Düşünün talihe, destene, fortunaya altın bu kadar diven karakterli, bu kadar kutsanmış bir şeyken bir prens, bir şehzade öylesine güçlü, tanrılar ona güçlü bir kapasite veriyor ki tuttuğu altın oluyor. Anadolu'nun ana duasıdır değil mi? Tuttuğun altın olsun. Bundan daha büyük malediksiyon olabilir mi? Tuttuğun altın olsun diyen ananın ettiği intizarın altında kalıyoruz. Anlatabiliyor musunuz? Dünyanın ve tamamen Anadolu'dan çıkma bir şey. Midas anasının kafasından çıkma bir şey. Çünkü altının bu kutsanması, bu fetişleştirilmesinin malediksiyon, Türkçesi lanet, lanet verilen bu, bahşedilen bu her şeyin altın olması şeyi birden lanetin görünür hale gelmesini yol açıyor. Yani kendi sistemlerinin lanetli bir sistem olduğunu, bu tanrısallık rejiminin altınla özdeşleşmiş, sadece altın değil tabii, debdebe, şaşa, onların Fransızcalarını nasıl bulacağız debdebenin? Gülüver mi o? Yasaklarım o benim kelimem. Şaka söylüyorum. Güler sonra konuşuruz. Bir şey aklıma geldi. Neyse. Un pouvoir spectaculaire. Non pas représentatif, ce n'est pas basé sur faire de l'économie, gagner plus, accumuler. Donc, les prémices du capitalisme n'existent pas dans cette sacralisation de l'orge. Mais il y avait des sacrifices humains, des dieux vivants, des mystères comme ça, transformer n'importe quoi en or. Voilà, c'est un système différent. C'était tout sauf capitaliste ou pré-capitaliste. Athènes non plus, c'était pas capitaliste, mais parayı kim icat etti kızım? Sorular basit oldu. Frikyalılar. Lidya. İşte aynı bölgeden bahsediyoruz. Miken, Fenikeliler, gümüş mü? Böyle kalıp olarak seri üretime geçilme anlamında ilk basanlar onlar diyebiliyorlar. Empreinte, yani imprime. Şekilde onlar. Ama Lidyalılarda da paranın kullanımı var. İlk diyebiliyorlar. Kullanan Lidyalılar zaten. Si, oui, bon, c'est très, très important pour moi, pour mes analyses. Je vais revoir. Si vous visitez aussi un musée des anciennes civilisations à Ankara, je vous conseille vivement. Là, vous allez le trouver. Le premier sözleşme seneti, acte, ce sont des contrats véritables, soit économiques, soit de l'autre, de mariage, etc., je crois, mais contractionnel, esprit contractionnel, l'essence de l'esprit contractionnel est très important pour essayer de comprendre quelque chose de l'esprit des lois, qui ne sont pas peut-être vraiment des esprits, au sens mystique du terme, mais
comme ces pratiques sont tellement anciennes et effacées que ils ont laissé une sorte d'éther qui s'est transformé dans d'autres institutions. Altının hükümranlığı sona erince reprezentatif paraya, işte parayı kim kullandı sorusunun stratejik değeri budur. Altısı da tabii ilk paranın altına kullanması makul ama daha sonra gümüşlü altın yahut da sadece efiji ve egzerkle puvara referans yapan altın gibi reprezentatif ekonomik sistem dediğimiz şeye geçilecektir. O manada sistem ekonomik zihniyetin, mantalitelerin değişmesiyle yakından ilişkilidir. Ekonomi, politik dediğimiz zaman ekonomik mörs ya da abitüt ya da pratiklerin mörs'te bir tekabül ettiği bir şey vardır. Kant bu kadar asla böyle bir analizine girmedi. Benim analizlerim bir yanıyla Généalogie de la morale Nietzsche, bir yanıyla şüphesiz Karl Marx, yani tarihsel materyalizmin yorumları. Ama çıkardığım sonuçlar onlarla her zaman aynı değil. Ben bu alanları halen metodolojik olarak bakir araştırılmasının, sistematizasyonunun hala bakir olduğunu düşünüyorum. İşte kısa tarihçesini verdim. Jean-Baptiste Vico, ondan Rousseau gibi kültürel antropoloji adıyla bu araştırmalar başladı ama ucu belirsiz arkeoloji için işinde arkeologların kendi başlarına karar vermeleri, interprete etmeleri herhangi bir nesneyi mümkün değil. Bu sistem filozofik analiz modelleri olmaksızın. Bakar başka şeye benzetir, anlayamaz falan. Ya da herkes bir senet işte bildiğin senet kile, ruloyla rulo metal bir şeyle yaş kilin üzerinden geçirince pişirilince borç ödenene kadar kırılmaması gereken değerli bir kağıt oluyor. Süper bir şey. Bundan daha büyük, dahiyane bir şey olabilir mi? Ama konsekansları devasa başka bir rejime geçildiğinin habercisi. Donc, nedir bir tahaddüt senetinin gücü? Nedir bir kontratın ontolojik mahiyeti, değeri? Nereden iki insan hangi üçüncü güce, kanuna, krala, gardiyan de loya, yazıcıya, sekretere, mübaşire, hakime referansla bir angajman rejimi içine giriyor. Dolayısıyla ben şu an bir yasanın özü nedir sorusuna bir yanıt vermek üzereyim. Yasanın özü bizdeki kontraktüel sözleşme yapabilme kabiliyetimiz. Ya da unutmama, Nietzsche'nin Généalogie de la morale'de dediği gibi, medeni düzeye girmenin en büyük belirtisi doğal unutma, bilinçsizlik düzeyinden çok zor olmakla birlikte unutmama, hatırlama ve söz verme, donner la parole rejimine geçmektir. Tout sistem reprezent. Bunları Marx asla böyle söyleyemedi ama Nietzsche'den elemanlarını alarak söyleyebiliriz. Nietzsche çünkü unutma ve hatırlamayı mutlak olarak analizine dahil ediyor ve unutmayı engelleme tekniklerinin adı mesela tahaddüt seneti, ufak bir örnek. Nietzsche bahsetmiyor bile. Nietzsche işkenceden, damgadan,
vücuda çizilen, bıçakla açılan yaradan, dağlamadan, ateşle damgalamadan bahsediyor. İşte diyor sizin ahlak öğretilerinizin kökeni bu idi diyor. Ben daha kibar gidiyorum. Bakın Ankara'da Medeniyetler Müzesi'ne gidince kilden bir taahhüt sızıntı görüyorsunuz diyorum. Daha vaktim olsa, nefesim yetse İnka altınlarının Avrupa'da ne manada bir enflasyon yarattığını filan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi İnka altın événement historik. Invention d'un contrat Hitit, un papier ya da un morceau de terre cuite hittite, c'est une grande invention et un changement d'époque. Il y aura de grandes conséquences gibi tarihi analiz ederken insanların mörslerindeki modifikasyonları, kanun hükmüne girmiş davranışlarımızı, anlatabiliyor, kendisi kanun olmuyor ama kanun gibi olan davranışlarımızın kökenini ayırt ederken böyle örnek analize, örnek başlı başlığına dönüm noktası teşkil eden bir takım elemanları ayırt etmek lazım. Cevabım ise yasanın özü nedir? Cevabım da donner la parole. Pouvoir de donner la parole. Vaat etme, söz verme. İmkanımız. Nietzsche'nin hatırlattığı gibi söz verme. Ve sözünde vermişsen de bile, bir gece seni seviyorum demişsen bile, hayatımsın, canımsın demişsen bile, ertesi sabah unutmak kadar normal bir ontolojik statüden bir evlilik gibi tamamen abstrakt bir şeye geçiş, hayat boyu üstelik, hayat boyu unutmamanı sağlayabilecek bir düzene geçiş, unutmanın doğal rejiminden unutmamanın ve her sabah neyse espri yapmaya çok eğilimli özellikle bu konuda. Her sabah gördüğümde seni uyandığımda yüzünü, o verdiğim sözü hatırlıyorum. Ben lanet ediyorum o verdiğim sözü. Hikayelerini hatırlarsınız. Değil mi? O kadar şey ki, metafizik bir durum içinde ki adam ya da kadın. Yani lanet ediyor o günü ama geri dönüşü yok. Ontolojik olarak geri dönüşü yok. Mesela Katolik evliliği ise. Civitas'a geçince bu kontralar kontraktüel oluyor. Yani rekontraktüel, fes edilebiliyor, boşanma enstitüe edilebiliyor. Civitas'tan kastım da bu. Referans artık ne oluyor? Negosyasyon oluyor. Oturduk, anlaştık, boşandık. Dava düştü gibi. Kontraksiyon, negosyasyon bu. Sözleşme, bu kez gerçekten Türkçe'de ilginç bir sözcük varsa bu da sözleşme sözcüğüdür. Dahiyane bir şey, bütün anlatmak istediğimi özetliyor. Sözleşme, ben sana söz veriyorum, sen bana söz veriyorsun. El sıkıştık, hayvan pazarı da el sıkışılarak söz veriliyor. Mesela onlar acaba niye o kadar sıkıyorlar ve uzun süre elini çekemiyorsun? Unutma diye herhalde sıkıyor. Artık yeter diyorsun ve tamam kabul ediyorsun. O yüzden öyle. Bizde yok ama Urfa'da falan kim bilir nasıl. Bu pratiklerin ben mesela o Hitit kilit senetini unutmadığım gibi muhtemelen kurbanlık elin acısını da unutmam diye. Anlatabiliyor muyum? Nietzsche bunları çok kısaca mnemoteknikler diyor. Grekçe süper bir adlandırma. Mnemoteknik, unutmamayı sağlayan teknik yordamlar. Dersim bitti.